ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler de l'état de santé de Domino's, d'une manif à Angers, de Glovo, d'un accident cette semaine, de la gestion de la chaleur et de rythme de vie. Pour ce faire, je serai accompagné de Sarah. Bonjour à tous. Mais également Nico Paf. Yo. Et Paulin. Salut tout le monde. Comment ça va ? Nickel. Tranquille. Vous avez passé une bonne semaine ? Super, posé. Ouais. Un peu chaud quand même. Tu m'as taillé une fois, tu me tailleras pas deux fois. Tu l'avais venir la vanne, Bien petit sûr. coup de chaleur. Deuxième, on va passer directement à l'état de santé de Domino's. C'est parti. L'état de santé de Domino's, Domino's qui continue de survivre, en tout cas de vivre au milieu de ces géants de la livraison à vélo. Paulin, c'est un sujet que tu vas développer de suite. Ouais. Moi, je pense que Domino's en prend bien cher en fait par rapport aux livraisons en ce moment. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Contre toute attente, pas trop. Ouais. Alors, c'est un article de BFM, comme quoi il n'y a pas que du mauvais à prendre dans BFM. Oh, c'est mon opinion personnelle. Alors, un peu trié. Voilà. Ouais, du coup, c'est un article de BFM qui s'entretient avec un des responsables de Domino's France et qui explique qu'en fait, contre toute attente, Domino's tire bien son épingle du jeu puisqu'ils ont quintuplé leurs résultats nets en l'espace de 10 ans. C'est un truc de fou. En fait, ils expliquent que ils grandissent grâce au développement de la foodtech. En gros, le premier à être arrivé en France, c'est Just Eat, qui est arrivé vers 2008-2009, je crois. Enfin, je sais plus vraiment la date, mais en gros, avec Internet, c'est arrivé, quoi. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que ces gens-là, après Uber Eats, tout ça, quand ils sont arrivés, ont grandi un peu le gâteau. Et que du coup, leur part de ce gâteau, même si elle augmente pas, elle reste constante et en plus elle augmente. Elle est proportionnelle, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, la demande qui est créée avec ces applications, c'est des sushis ou des burgers, plus que des pizzas qui existent déjà avant. En fait, les gens qui commandaient déjà des pizzas continuent de commander des pizzas sur Domino's. Peut-être qu'ils en commandent d'autres sur les nouveaux services, mais dans ce cas, c'est de la demande qui s'ajoute. En fait, c'est l'offre qui crée la demande, c'est ça. Et pas l'inverse. Ce qui fait qu'en fait, eux, ils reconnaissent que certaines franchises qu'ils ont reculé, ont perdu un peu de... Enfin, ils ont dû fermer certaines franchises. Ouais. Mais apparemment, c'est plus lié à une dégradation de la qualité de leur service à un certain moment, qui d'ailleurs s'est bien amélioré d'après eux. Ouais, et puis vu comment conduisent excuse-moi, je te coupe, mais vu comment conduisent leurs livreurs à vélo, je pense qu'ils perdent aussi de la main-d'œuvre en route, non ? Parce que les mecs conduisent comme des cons, hein, sérieux. Je sais pas, c'est ouf. Hein. Le nombre de fois où j'ai fait avoir me faire... Qu'ils soient passés au vélo électrique alors qu'avant c'était vraiment les scooters bleus qui passaient dans toute la ville. Là maintenant on a dans certains Domino's des vélos qui livrent. Bon, scooter c'est scooter, mais moi je parle uniquement des vélos. Ouais. Et du coup voilà, ils expliquent que en fait la demande ne fait que grandir puisque les gens qui sont sur Uber et tout, à un moment passent aussi sur Domino's, même si c'est pas une application très installée, ils continuent de faire de plus en plus de pizzas. C'est ça, et du coup, on a vraiment des gens qui s'habituent en fait à les livraisons, et ça se démocratise de plus en plus, et comme on le disait plusieurs fois, c'est ça, c'est les gens, on va dire la jeunesse entre guillemets s'habitue à ça, les plus vieux aussi, mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucunement un moment où les gens vont se dire j'arrête de commander pour X raison. Enfin, il n'y a aucune raison d'arrêter de commander, parce que c'est plus confort, c'est plus rapide, c'est voilà. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la seule raison qui a poussé certains à arrêter de commander, c'est une baisse de la qualité. Donc du coup, tant qu'il y a de la qualité en soi, oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Et comme tu le dis, c'est devenu un automatisme maintenant de se prendre une commande le week-end. Donc ouais, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous aussi, parce que ça montre que théoriquement, Uber Eats, Deliveroo sont amenés à continuer, voire à continuer de grandir un petit peu. D'ailleurs, c'est Uber Eats, là, il y a les résultats qui sont tombés il n'y a pas très longtemps. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires depuis, par rapport à 2008, au même trimestre. Donc le premier trimestre 2019 a été 2 fois plus important que celui de 2018, ouais. Baf. Après, Attends, t'as un micro pas Ouais. Tu parles dans le vide. Juste pour dire que Uber Eats, oui, ils ont doublé leur chiffre d'affaires, mais parce qu'ils ont ouvert aussi beaucoup plus de villes qu'avant, en fait. Voilà. Après, faut pas mélanger le chiffre d'affaires et le bénéfice, hein, bien sûr. Ouais. Mais allez, ça part, ça c'est dans les dents. Est-ce qu'ils ont doublé de volume de commandes
je suis pas sûr que les zones qu'ils aient ouvertes, même s'ils ont ouvert énormément de zones en un an, soient suffisantes pour justifier ce doublage de livraison. Parce que par exemple, des zones comme Artig sont beaucoup moins denses que des zones qui existaient déjà. Après, effectivement, c'est vrai qu'ils ouvrent partout. Genre là, cette semaine, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 villes qui ont ouvert. Albi, il y a une ville dans l'Allier. Enfin, effectivement, donc peut-être que c'est une croissance qui est complètement artificielle. Ouais. Mais en tout cas, ça montre que le volume de commandes ne devrait pas décliner. Voilà. En tout cas, moi, je pense pas, non, effectivement. Ça m'étonnerait pas. Et juste par rapport aux livraisons Domino's, je crois que Domino's ne travaille avec aucune plateforme foodtech. Alors justement, ils ont annoncé dans cet article qu'ils commençaient à s'allier à Just Eat, qui aujourd'hui, donc, ils vont être sur la marketplace de Just Eat. Et ils expliquent pourquoi Just Eat et pas d'autres. C'est Just pas forcément qu'ils ont quelque chose contre Deliveroo ou quoi, c'est juste que en fait Just Eat emploie ses coursiers comme salariés en CDI, enfin en tout cas la plupart, parce qu'effectivement Stuart, je crois qu'ils font des extras pour Just Eat. Je suis pas sûr, mais il y a une collaboration avec Stuart. Un point en fait, c'est qu'il faut bien différencier le service de livraison et le marketplace en fait. Just Eat, c'est juste une marketplace, ils n'ont pas de livreur. Stuart fait de la livraison mais n'a pas de marketplace. Ils sont livreurs pour la marketplace de Just Eat. Après, bien sûr, Uber, eux, ils font les deux, la marketplace et le service de livraison. Et Deliveroo, pareil, font les deux, la marketplace et le service de livraison. Ok. Voilà. D'autres choses à dire sur ce petit sujet? Attends, je pense que Paulin vérifie du coup s'il y a vraiment des livreurs en CDI pour Just Eat. Ouais, il est en train d'hocher de la tête. Donc du coup, Nicolas Degero de Domino's dit bien que les livreurs sont en CDI à Domino's et que donc ils suivent des formations, tout ça, et que donc chez Just Eat, les livreurs auraient à peu près ce niveau de qualification qui serait donc raccord avec leurs exigences, alors que justement chez Uber ou chez Deliveroo, on n'a pas ce niveau de formation apparemment qui justifierait une collaboration entre les deux. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi je me sens visé parce qu'on parle de Domino's, donc de pizza. Du coup, je me dis que peut-être que ma formation n'est pas à la hauteur. Après, juste petite parenthèse, je suis désolée, vas-y. En plus c'est gamin, mais quand Johan livre des pizzas, on parie, c'est lui en plus qui lance les paris sur à quel point la pizza sera massacrée, sur à quel pourcentage de tomates sera sur le côté et de fromage. Oui, et le pire, c'est que quand il la sort, effectivement, elle est trempée et ça le fait marrer. Ouais, mais c'est pas ma faute, c'est un scandale. Les mecs font une épaisseur de 3 mm de Johan, mes pizzas sont livrées correctement en fait, ça dépend. C'est une question de. C'est ton sac, tu vois. Mais il y a qu'un restaurant avec qui ça marche pas. Peut-être 2 ou 3, mais il y en a pas plus. 1, 2, 3, ça s'appelle de la mauvaise foi. Mais t'as pas fini. Je t'ai coupé. Ouais, non, mais après, je comprends peut-être Domino's qui justement préfère garder leur livreur. Tu vois, juste se contenter de la marketplace de Just Eat et d'avoir leur livreur parce que c'est vrai que ils ont que des racks. Tu vois, enfin sur leur vélo, ils ont des trucs spécialisés. Tu vois, comment on dit, les process, tout ça, c'est hyper cadré. Alors qu'on va pas se mentir, mais en Deliveroo ou en Uber, la moitié des pizzas qui sont commandées, et encore la moitié, je suis gentil, hein, mais elles arrivent éclatées, hein, les pizzas. C'est bon, les calzones. Ah ouais, non. Quoi, Paulin ? Justement, c'était la Pizza Week chez Uber Eats pendant la semaine dernière. Donc je pense que certains clients ont dû être sympas, ont dû être ravis vraiment de cette promotion. C'est bon, il y a la pâte, il y a la tomate, il y a le fromage. En fait, pourquoi tu me saoules ? T'as 2 pizzas et finissent en une avec un carton au milieu. En fait, juste c'est un concept aussi. Tu manges le carton et la pizza, t'es content à la fin. C'est plein de fibres pour des T'as recyclé en plus, t'as plein de trucs dedans, c'est hyper bon. Ouais, non, après, juste dernier petit truc par contre qui porte préjudice à Domino's. Si on devait comparer par exemple Domino's et Pizza Hut, bon, ça n'engage que moi, mais franchement, Domino's, c'est dégueulasse. Ah ouais ? C'est dégueulasse. Enfin, en plus, c'est pas seulement que c'est dégueulasse, c'est que déjà, ils ont un problème de taille. Je crois qu'ils sont restés tu sais, au pouce et aux trucs comme ça, tu vois. Je crois que les centimètres, ils ont pas compris. Ah ouais, ok. Ouais, non, franchement. Moi, je sais pas, j'aurais dit que Pizza Hut, c'était justement. Il y avait aussi des problèmes de taille de pizza parce que là, moi, je me souviens, la première fois qu'on a fait Pizza Hut, la première commande, je partais de Gambetta, j'allais la livrer à Paul Doumer. Donc, en gros, pour donner un exemple, il y a 5 minutes à peu près de trajet, 6-7 peut-être.
le carton s'est plié quoi, dans le sac parce qu'il était beaucoup trop grand en fait. Et après ils ont arrêté ce format de carton, je pense, parce que moi je le revois plus. Est-ce que c'est un hasard ou pas, je sais pas. Ah, mais, peut-être quand il manque de stock, peut-être. Ouais, j'étais dégoûté parce qu'à l'époque je livrais vraiment bien les pizzas. J'étais vraiment. C'est absolument pas lié à toi, c'est vraiment le carton qui a changé de dimension. J'étais un chirurgien de la livraison, je savais exactement quel était le diamètre. Et voilà, du coup, j'étais dégoûté parce que c'était la première fois qu'un carton se commençait à se plier et quand tu sors ça devant le client, t'es là en mode désolé, c'est un peu humide, mais bon, ça passe. C'est la chaleur, c'est normal. Mais franchement, ouais, je te dis, je pense que, je sais pas, checker un petit peu les commentaires là sur les pages Facebook de Domino's et franchement, c'est dommage parce qu'après, tu vois, c'est un bon délire. Mais franchement, moi j'accroche pas du tout. Honnêtement, Domino's, j'ai testé une fois ou deux fois, c'est terminé quoi. Bah là je te rejoins un peu, ouais, c'est de la pizza quand même qui reste de la pizza à la chaîne quoi, de la pizza un peu industrielle. Oui. Franchement, pour une pizza à 10 €, je préfère me prendre une pizza chez Mazaniello ou chez Pepone ou Osteria. Elles sont un peu plus chères. Hein. Elles sont pas à 10 balles. C'est un peu plus cher, mais franchement pour 3 € de différence, je préfère manger un truc un peu meilleur que de la pizza classique. Après c'est vrai qu'ils font des offres sympas, Domino's. On ouvrira une petite rubrique spéciale Cully pour culinaire et tout ça, voilà. Je la couperai au montage, celle-là. Spécial Cully. T'as dit Cully. C'est à elle, ta gueule. Non, mais genre, ça passera jamais en fait au micro. Je te jure, toi, t'as dit Cully. Moi, j'ai compris Cully. Personne comprend pas Cully. Moi, je cherchais un nom, genre un raccourci comme ça, et j'ai fait. C'est ça en fait. Et non, c'est pas ce mot-là, ça doit être un autre, je sais pas lequel. Gastro. C'est ça, ouais, gastronomique. Du coup, je fais Cully. Non, mec. Ça passe pas. Conclusion, commander des sushis. On passe à la suite avec Manif Manif d'Angers, merci. Ça, vas-y, je te laisse continuer du coup. Ça va mieux. Du coup, Cette manif. Il y a eu une manifestation à Angers ce week-end, samedi ou dimanche, je sais plus. Voilà, super, on n'est pas très précis, mais voilà. En gros, on a eu un bon groupe de livreurs Uber Eats qui se sont déconnectés jusqu'à 22h et qui ont réussi à friser le service. Okay. Et qui revendiquent la même chose tout le temps, une augmentation de la tarification qu'ils considèrent comme étant trop basse. Ok, mais c'est bien que ce soit des Uber qui aient fait ça, enfin des Uber. Et ben c'est eux qui bougent le plus en fait. Les délivreurs, on n'entend absolument plus parler, ce sont des gens qui maintenant préfèrent s'adapter et ne croient plus à ce moyen de... Au système, système. C'est ça. Ouais. Et les Uber Eats, ils font des manifs de temps en temps, et c'est exactement ce qu'on avait dit, excuse-moi, c'est exactement ce qu'on avait dit il y a 2-3 ans. Ouais. Quand on était dans le syndicat, c'est que c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que tu fais une manif, du coup la plateforme en face va augmenter un petit peu les tarifications, il passe un peu de temps, du coup il rediminue les tarifications, du coup il faut refaire une manif pour que la plateforme derrière. C'est chiant. C'est juste chiant. Ça joue des coups de quoi sans arrêt en fait. Ouais, c'est une quantité astronomique d'énergie à déployer pour un résultat qui est temporaire. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est surtout les coursiers Uber Eats qui se mobilisent avec l'histoire, tu sais, des 25% supplémentaires à déclarer aussi. Tu m'étonnes. Et le problème, c'est que personne comprend en fait. Si tu veux, à part si t'es coursier Uber Eats, et encore, tous les coursiers ne comprennent pas forcément ce délire-là. Ouais. Mais alors en plus, si t'es client ou même politicien ou je sais pas, n'importe qui, les gens comprennent pas en fait parce qu'ils le vivent pas au quotidien. Faut juste rappeler, excuse-moi Sarah, le 25%. C'est ce que j'allais faire. Tu veux que je le fasse, tu le fais. Ouais, je le fais rapidement, c'est juste qu'on a donc une imposition de l'URSSAF qui est de 22,7 pour les personnes qui n'ont pas l'ACRE, donc pour les charges classiques, on va dire. Et avec Uber, quand on travaille avec eux, on a ces 25% qui sont déduits du truc. Non. Alors en fait, embrouiller les gens. En fait. Non. On va juste, on oublie les cotisations sociales. Ouais. On oublie radicalement en fait. Ouais. C'est voilà. Le seul problème, c'est que Uber, c'est de la mise en relation. Donc nous, en tant que coursier, on paye Uber. En fait, on est un client d'Uber en tant que professionnel où on paye le service de mise en relation. Et avec le statut en fait de micro-entreprise. Pour nous, payer ces frais de mise en relation, c'est une charge, c'est un frais de fonctionnement en fait. Mais le statut de micro-entreprise ne permet pas justement de se faire rembourser ces frais en fait. Et on est obligé, contrairement à une société, par exemple une société où elle va déclarer son bénéfice,
Nous, on déclare pas de bénéfices, on déclare du chiffre d'affaires. Et notre chiffre d'affaires, c'est la course qu'on facture telle quelle au restaurant. Voilà. Non, donc, c'est ça. En fait, je voulais juste additionner les deux en fait et dire qu'en gros, quand t'as 22,7, t'as déjà 25% qui sont partis. Donc en gros, t'as 50%. Pour faire très très court, c'est du 50% de ce que tu es payé. Ouais, non, et puis. Mais c'est pour. Ouais. Après, dans tous les cas, tu te retrouves à déclarer du chiffre d'affaires que tu touches pas en fait. Ouais, voilà, mais là, c'est ça. Tu vois, alors pour une société, je sais qu'il y a beaucoup de livreurs, pas de livreurs, de chauffeurs VTC, parce que c'est pareil, un livreur Uber Eats ou chauffeur VTC, c'est la même chose. Et du coup, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont pas en statut de micro-entrepreneur, qui sont passés en SAS et tout ça, enfin en SASU et tout ça. Voilà, pour déclarer que le bénéfice et avoir ce qu'on appelle du défraiement, quoi, en fait. Ok. Bon, en tout cas, du coup, la manif, c'était en tout cas par rapport à ce système-là, etc. Donc, c'est bien que c'était mis en place et que ça a pu, en plus, ça ait pu avoir un vrai impact. Ce qu'on peut préciser, c'est que s'il y a des manifs maintenant et pas depuis le lancement d'Uber Eats, c'est parce qu'avant, on n'était pas forcé par la loi. Par rapport aux cotisations, c'est que maintenant il y a un suivi des cotisations. Les plateformes doivent communiquer ce qu'ils nous facturent à l'État. Du coup, derrière, ils peuvent suivre ce qu'on cotise et ce qu'on cotise pas. Et c'est pour ça que les livreurs se sont réveillés du jour au lendemain et ont réalisé surtout qu'ils devaient déclarer aussi ces 25% qu'ils ne touchent pas. Et du coup, ça fait un manque à gagner qu'ils ressentent. Et j'imagine que c'est pour ça qu'on en entend parler maintenant. Voilà. Et je voulais faire une petite parenthèse aussi par rapport à ça, parce que du coup, forcément, comme c'est des manifs, forcément, c'est relayé dans les réseaux sociaux. Et il y a un petit truc que j'ai un peu du mal à comprendre. On vit dans une démocratie, c'est très bien, ok. Ah oui. Mais pourquoi censure-t-on donc pas? Non, mais si tu veux, à un moment donné, quand t'as des mecs qui manifestent pour améliorer ton travail, si tu veux, donc c'est-à-dire que ces gens-là manifestent pour améliorer ton travail, c'est en quelque sorte tes collègues, ils ont déjà en face d'eux un ennemi, qui est, si on peut dire, Uber et les politiciens, les trucs comme ça, tu vois. Alors, pourquoi il y a des coursiers encore qui viennent critiquer les grèves, en fait, tu vois, qui viennent mettre des bâtons dans les roues. Je veux bien, tu vois, la liberté d'expression, les trucs, tout ça, ok. Mais à un moment donné, quand tu as ton collègue qui manifeste pour améliorer ton quotidien, mais pourquoi tu lui mets des bâtons dans les roues, tu vois? Ça, franchement, c'est un concept que j'ai un peu du mal, tu vois. Je comprends. Alors, tu vois, par exemple, je sais pas, si on prend l'histoire des Gilets jaunes, que tu aies des gens qui soient pas contents des Gilets jaunes parce qu'il y a eu des barrages où ils pouvaient pas aller travailler, ça, je comprends totalement. Mais quand le mec ne vient pas te faire chier, qui manifeste pour toi, pourquoi le critiquer, tu vois? C'est clair. Merci pour cette perche que tu me tends. C'est très français en fait. Et ça, je le dis constamment, mais du coup dans la sphère privée. Les Français adorent rabaisser les gens. C'est beaucoup plus facile que d'investir des efforts et de construire quelque chose de ses propres mains. Je suis pas en train de vous cracher dessus, je me considère comme étant française aussi, j'ai grandi ici, il n'y a pas de souci. Juste, je le remarque, je le vois. Et faire des études, c'est compliqué. Construire un projet, c'est compliqué. Faire un truc tangible, c'est très compliqué. Et ça demande beaucoup d'investissement, de volonté, d'effort, d'acharnement, sachant que de toute façon, tu vas te planter des dizaines et des dizaines de fois. Les gens qui réussissent, ils se sont plantés des centaines de fois, mais personne n'était là quand ils se sont plantés. Et les gens ne voient que la réussite. Et c'est beaucoup plus facile de leur dire à ces gens-là, t'y arriveras pas, ce que tu fais ne sert à rien, j'en vois pas l'intérêt, enfin arrête, c'est ridicule, que d'apporter les conseils nécessaires à cette personne ou de l'encourager. C'est tout, c'est très français. Et moi, ça me gonfle, cette mentalité me gonfle. Mais voilà. Donc voilà. C'était. Pour moi, voilà, ce qui me choquait, c'est que les bâtons dans les roues venaient de la communauté de coursiers, mais bon. Mais oui. Et puis on va être nombreux, et plus il y aura de gens qui parce qu'en fait, je pense qu'il y a une non prise de conscience du fait qu'on soit dans une communauté, parce qu'il y a plein de gens qui bossent avec les plateformes en tant que partenaires et qui se sentent pas du tout concernés par ça. À une époque, on était assez peu nombreux pour que ce soit de la nonchalance et que les gens juste ne n'aillent pas manifester. Et je pense que maintenant, avec tous les gens qu'il y a, ils se sentent carrément en opposition avec ça, parce qu'on est tellement nombreux que voilà. Et sur les réseaux sociaux, ça commence par là, mais dans la rue, les mecs, ils viendront pas ils viendront pas te critiquer si tu commences à dire un truc qui leur va pas, tu vois. Donc voilà. Après voilà, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient contre les manifs ou les trucs comme ça. Ok, très bien.
Mais voilà, enfin, je veux dire, tu sais, faut un peu de bon sens, en fait, tu vois. Complètement. Donc, complètement. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ok. Eh bien, on passe à la suite avec des histoires de Glovo. Glovo versus Delivery Hero. Ouais. Voilà. Alors, c'est un petit article sur lequel je suis tombé ce matin. Glovo rachète Domicilios et Pedidosia. Alors, ce sont des services que vous ne connaissez pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des services qui existent en Amérique du Sud. Donc en Équateur et au Pérou, Glovo a racheté ces services qui appartiennent en réalité à Delivery Hero. Delivery Hero, c'est quoi ? C'est quand même un mastodonte de la livraison qui est présent dans une quarantaine de pays, qui avait Foodora en France et qui est présent dans à peu près tous les marchés importants de la livraison. Donc c'est quand même un marqueur assez fort, même si c'est dans des pays qui représentent des petits marchés. Je crois que le Pérou c'est 6000 livreurs, c'est pas énorme, mais c'est déjà un geste que je trouve assez symbolique qui montre peut-être une certaine prise d'importance de Glovo par rapport à son rival qui, on le rappelle, s'est retiré de France en septembre dernier. Ouais, voilà. Avec Foodora, ouais. Nico ? Non, alors après, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais d'après les rumeurs que j'ai entendu dire, c'est que Delivery Hero, quand ils ont pris la décision de fermer Foodora France, apparemment, ils auraient réinvesti dans Glovo en fait. What ? Ah ouais, à Bâle. Enfin, je sais pas, il y avait une histoire. Parce que je sais que Glovo, je sais qu'ils sont présents en Espagne. Je sais pas s'ils sont en France. S'ils sont en France, si Glovo. Je ne sais pas, il faut aller checker ça. Là, ça devient Inception en vrai. Si tout le monde rachète tout le monde en même temps qu'ils se rachètent eux-mêmes, il faut qu'ils investissent. Enfin bref, tu vois, c'est bail-là. La rumeur en question, c'était que potentiellement la fermeture de Foodora avait été délibérée et voulue, histoire de s'affranchir d'une certaine façon de payer les livreurs et d'investir dans une boîte qui fait partie de la même filiale quelque part, tu m'arrêtes si je me trompe, qui elle a une autre façon de payer les livreurs, du coup un peu à la schlag. C'était la rumeur. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? C'est gros quand même. Ouais. Mais là, on a Paulin qui vient de vérifier, effectivement, Glovo est sur Paris apparemment. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est pas surtout avec des cargos, etc. Non, mais ils ont des jolis sacs jaunes poussins par contre. Ah ouais, non, ça abusé. Ouais. Ok, eh bien on va passer à la suite avec, sans transition, un accident à Besançon, visiblement. Il y a eu un blessé, quelque chose d'important. Ouais, quelque chose d'important. Les accidents s'enchaînent et à Besançon, voilà, on a eu un livreur qui s'est fait percuter par une voiture, un livreur de Deliveroo. Et il s'est explosé une jambe. C'était samedi dernier. Ok. Donc avant-hier. Et ça n'arrête plus en fait. C'est juste que ça n'arrête plus. Ça devient récurrent. Ouais, c'est ça. C'est clair, on est tellement nombreux maintenant peur que ça devienne habituel. Ouais. Et que ça fasse partie du paysage de fond et que ça soit plus notable. Et alors justement, ça pose la question entre guillemets, l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance ? En fait, entre guillemets, une personne, on dit qu'elle est indépendante quand elle génère suffisamment de revenus par son activité et son talent pour s'assurer ses arrières, si tu veux. Par exemple, un indépendant, je sais pas moi, ça va être un entrepreneur qui a réussi à monter un business avec suffisamment de clients pour pouvoir se permettre de se séparer de certains clients s'il les veut plus, ou tu vois, voilà. De par ses compétences, il va créer une propre autonomie, quoi. C'est ça. Voilà, il va être vraiment autonome, tu vois. Ça, c'est vraiment le côté indépendant. Et nous, en fait, ce qu'on s'aperçoit avec les plateformes, et c'est pour ça que le terme était dépendant économique, c'est que quand il t'arrive une couille, tu vois, comme un accident, en fait, tu te rends compte que tu es dépendant de la plateforme économiquement, tu vois, pour subvenir à tes besoins en cas d'arrêt, en fait, tu vois. Alors qu'un vrai indépendant, je pense, serait plus quelqu'un qui a réussi à générer suffisamment de revenus pour, se faire un petit matelas, tu vois. Ouais. Et être indépendant, enfin, en cas de pépin, voilà.
Ok. Après, ça t'empêche pas de le faire en soi si tu bosses beaucoup, etc. Mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est une question de proportion aussi de masse, de charge de travail par rapport au danger qui est inclus. En tout cas, moi, je le prendrais comme ça. Je sais pas s'il faut le faire comme ça, mais c'est vrai que, évidemment, plus tu travailles, plus tu es exposé au danger. Et pour se faire ce matelas, il faut beaucoup, beaucoup travailler et du coup, beaucoup, beaucoup être en danger, en fait. Donc, c'est. Voilà. Alors, après. Il y a des générations de livreurs qui se sont succédés et que j'ai vu se succéder à mon humble échelle. Hein. Et c'est pas dans la mentalité en fait. Il y a des gens qui faisaient des factures qui étaient conséquentes et qui roulaient mais des heures et des heures. Enfin, c'était des monstres en fait, des mastodontes. Et pourtant, ils ont pas mis de côté. Et quand ils se sont vus mettre à la porte en 2017, ils avaient rien de côté. Et c'était vraiment des gens qui gagnaient énormément tous les mois. Mais ils comptaient sur leurs factures, c'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment au mois le mois et ils se sont mis à vivre avec un certain niveau de vie qu'ils pouvaient se permettre seulement parce que, enfin voilà, ils avaient ces factures-là, mais c'était pas à vie. Et ils avaient rien de côté. Ils se sont tous retrouvés. Mais ça, c'est vraiment je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le profil coursier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, con, voilà, on va dire que c'est dans les mœurs actuellement, mais ça peut changer. Enfin, les gars, qu'est-ce que vous faites? Mettez des sous de côté, c'est tout. Enfin, là, je vise tout le monde. Est-ce que vous avez des sous de côté? Déjà, il va falloir qu'on paye nos charges maintenant. Eh ben, débrouillez-vous pour payer vos charges, réussir à payer vos factures, vous payer à bouffer, faire ce que vous avez à faire et mettre des sous de côté. Ouais. Mais voilà, donc. Merci maman. Si on pouvait vraiment, moi je voulais juste faire cette petite parenthèse en parlant de travailleurs entre guillemets indépendants, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. Dès l'instant où tu t'aperçois après un accident que tu es dépendant de la plateforme, que tu peux pas subvenir à tes besoins, ça complique un peu la chose. Tu es vraiment indépendant, quoi. Rien que le fait d'obliger les plateformes avec la loi travail de nous mettre une complémentaire, ça montre, enfin pas une complémentaire mais une responsabilité civile pro, tout ça, ça montre qu'on est en situation de dépendance et qu'on n'a pas les moyens financiers d'être indépendant et de se prémunir d'un risque potentiel. Sans parler des pics de présence, etc. Enfin, toutes les statistiques nécessaires pour pouvoir accéder au planning. Parce que ça, on n'y pense pas, mais tu te foires un vendredi, tu peux pas bosser le week-end, mais clairement, le planning, tu te le cartes parce que t'as plus accès à tes horaires, t'as plus rien. Là, on dévie peut-être un peu, mais par contre, je pense qu'effectivement, il y avait une histoire d'un mec qui s'était blessé, je crois, la veille d'un week-end. Mais je crois que c'était sur Paris, un mec qui avait, parce qu'en plus à Paris c'est dur d'avoir des stats en Deliveroo, tu sais, pour être à 11h, le mec était à 11h, il a fait une chute en fait, et du coup il a dû annuler ses créneaux, il s'est retrouvé à 17, il pouvait plus bosser le type. C'est ça, et ça, après je rebondis encore sur notre truc avec Titi, on se souvient qu'il s'était fait c'est même pas un accident, mais juste squeezer son compte. Un limbago, un petit limbago. Là, il a un limbago, mais je pense à la fois où il s'est carrément fait bloquer son compte comme ça un vendredi soir et du coup tout le week-end il n'a pas pu bosser. Donc là, ça n'a rien à voir avec les stats. Et pour dire voilà à quel point ça peut. Je dévie quand même de l'accident, mais c'est juste le moment où tout stop, il n'y a plus rien. Genre juste t'es bloqué, voilà, et tu peux plus bosser. Donc voilà. Donc le matelas, oui. Voilà, après, du coup, je me disais parce que j'ai jamais eu à utiliser en fait les assurances par les plateformes. Du coup, c'est pas que j'ai souscrit, mais elles sont d'office. On en a parlé un petit peu avec Pierre Naturel il y a 2 semaines là. Après, voilà, je m'en suis jamais servi, je sais pas trop ce que ça vaut. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas chercher sa propre assurance de son côté? Après, le problème, c'est que les assurances, bien sûr, c'est des mathématiciens, ils font des statistiques, des prévisions, des trucs comme ça. Quand tu as une assurance, tu lui dis est-ce que tu veux m'assurer, et que le mec il te dit tu fais quoi, tu dis je suis livreur à vélo, voilà, d'entrée c'est tu passes à la caisse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ok, on va passer à la suite avec la gestion de la chaleur. La gestion de la chaleur, c'est marrant, on en parle alors que Sarah l'a subi cette semaine de plein fouet. Ce dimanche, elle a pris un gros coup de chaud, la pauvre. Elle est très très fatiguée. Je me suis censurée moi-même. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il faisait très très chaud ces 3 derniers jours. On a eu en tout cas sur Bordeaux, on a eu des 30 degrés et quelques là. Tu veux que j'en parle? Ouais, mais disons que la transition elle a été assez brève, elle a été assez. Non, parce qu'il me fixe depuis tout à l'heure. Donc... Ça. J'ai dû gérer l'effort physique
Et j'ai pas fait gaffe à la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur, je me suis dit, bah, c'est bon, t'inquiète. Enfin, moi, si je bronze, je brûle pas, j'ai pas forcément de coup de soleil. J'ai juste mis une casquette, des lunettes et ça passe. Voilà. Voilà. Dimanche midi, à la fin de mon shift du midi, j'étais pas bien, vraiment. Enfin, j'ai chopé une insolation, tout simplement. Mais, et malgré le fait que t'aies une casquette. Ouais, j'avais une casquette, mais je l'ai pas humidifiée. J'aurais dû me passer de l'eau sur la tête. Et c'est important, je pense, de bien se couvrir. Le débardeur est très attirant, mais il vaut mieux... Enfin, attirant, tu sais, t'as envie de mettre un débardeur. Ah oui, d'accord, ok. Parce que moi, j'en mets des débardeurs, ça marche pas bien, je sais pas pourquoi, ça fait peur aux gens. Vous vous demandiez comment je les mets pour boire. Non, enfin, quand il fait super chaud, t'as envie de mettre un débardeur. Et c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai regretté. Enfin, autant mettre un t-shirt parce que j'ai brûlé au niveau des épaules. Là, j'ai des coups de soleil et j'ai honte, quoi. Je veux dire, t'as vu la carnation de ma peau, je devrais pas avoir des coups de soleil. Ben, j'en ai. Voilà, le soleil m'a calmé. Et faut bien s'hydrater. Enfin, vous me direz vous ce que vous faites parce que vous en êtes mieux sorti que moi au final. Ouais, mais je sais pas, parce que moi au final ma semaine elle était bien, alors que pourtant c'était une semaine pas ouf au niveau des commandes, plus la chaleur derrière en fin de semaine, j'aurais dû exploser en route moi me connaissant, et pourtant nickel, je sais pas pourquoi, au niveau d'hydratation honnêtement je buvais tout le temps. Est-ce que tu fais des pauses toutes les heures chez toi? Ouais, je vais chercher un truc vite fait. Ça c'est les secrets de professionnels là-dessus. Non, en vrai tu bois beaucoup d'eau, moi clairement je transpire beaucoup, en plus j'ai une masse capillaire relativement importante, donc voilà. Moi aussi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, en vrai, moi je bois tout le temps en fait. Quand je m'arrête, en gros, quasiment à chaque poste devant le resto ou chez le client, bam, petite goulette et je repars. Ben, il y a un petit truc, parce que j'avais fait des études en fait d'éducateur sportif il y a longtemps. Et on m'avait appris un truc en fait. Il y a des gens l'été par exemple qui font des footings avec des sudisettes. Donc les quoi? Des sudisettes. En fait, c'est des combinaisons, genre comme des kawaii. Ah ouais, en fait, ok. et c'est fait pour transpirer à l'intérieur, tu vois. Je connaissais ça en lutte ou en boxe et tout ça, ils font ça pour sécher. Du poids et tout ça. Et alors en fait, le truc qu'on pense peut-être pas forcément, c'est que transpirer, bon, c'est cool, tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, dans votre sang, quand vous transpirez trop, en fait, votre sang va devenir vachement plus épais. Visqueux. Ouais, visqueux. Beaucoup moins fluide. Et on se retrouve avec des gens qui font des arrêts cardiaques. Oh merde. Mais putain, ah oui, d'accord. Toi, tu mets l'ambiance, putain. Quand même. Des gens qui font des arrêts cardiaques tellement que le sang, en fait, ils sont tellement. C'est pas une. Enfin, après, j'y connais rien en médecine, tu vois. Peut-être des gens qui ont des prédispositions de base. Enfin, pas un mec lambda, machin, arrêt cardiaque, quand même pas. Ouais. Bah, je sais pas. Enfin, après, parce que là, imagine sur un shift, tu perds. Déjà, tu vois, tu prends un joueur de foot pro, sur un match, il perd 7 litres d'eau en moyenne. 7 litres d'eau, il perd. Sérieux? Non. Ça a poussé, 7 litres. Ouais. Et bah ouais, mais ça après ça va vite, hein, parce que le truc c'est qu'en fait plus t'es sportif, si tu veux, et plus ton corps a la capacité de réguler sa température. Donc quelqu'un qui est très entraîné, qui est très sportif, va potentiellement, en général, beaucoup plus transpirer pour mieux réguler sa température. D'accord. Et après, le problème, c'est que si t'as plus d'eau... mais c'est ça, en fait, voilà. C'est le fait de plus avoir d'eau qui fait que le sang est plus visqueux, etc. Ouais, donc, c'est boire régulièrement. Après, peut-être pas forcément à l'arrêt cardiaque, mais enfin, j'y connais rien en termes médical, mais je sais pas, moi, une syncope ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, à un moment donné, ça circule plus très bien. Ouais. Donc l'histoire de s'hydrater, quand on dit mais de toute façon, un corps humain, il peut rester... une semaine sans boire et tout ça, ok. Une semaine? Ouais, un truc comme ça. C'est pas genre 2-3 jours? 2-3 jours, je crois. Ouais, c'est 2-3 jours max. Une semaine, t'es fou. Ouais, 2 semaines, je ressemble à... En fait, t'es un robot. Ah, oui. 2 semaines, tu ressembles à un chorizo, mec, là. Donc juste, enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis, Enfin, voilà, après, moi, tu vois, là, c'est l'été, les premières chaleurs, je sors de ma zone de confort. En fait, pour acclimater mon corps à la chaleur. Donc là, j'ai vraiment poussé vraiment loin. T'aimes bien les challenges, toi. Ouais, vraiment pour me préparer. Et d'ailleurs, c'était assez marrant. Vas-y. Que tu vois, par exemple, hier, tu vois, il a fait chaud et tout. Donc là, shifté l'après-midi, enfin le midi, l'après-midi et tout, il avait chaud et tout. Et le soir, on a dû perdre genre, je sais pas, 5 degrés. Ouais. Mais je trouvais que la soirée, elle était hyper fraîche. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est trop cool et tout. Ouais, il y avait du vent et tout, c'était super frais. Et là, je discutais avec un restaurateur là ce matin et il me disait, ouais, mais en plus, hier soir, putain, il faisait chaud et tout encore hier soir. Et je disais, ouais, je sais pas, moi, je shiftais et tout, j'avais l'impression qu'il faisait hyper frais et tout. Parce que j'étais passé de quoi il faisait 30 à l'ombre.
Donc en plein soleil, on devait taper du 40 ou un truc comme ça. Ouais. 40, ouais. Tu pousses, t'as quand même. T'as bien sensationnalisé, vas-y. T'es un peu moins motivé que Paulin sur les chiffres quand même. Mais enfin, si tu veux, voilà. Donc en fait, c'est les premières chaleurs qui sont les plus difficiles, mais on s'acclimate, tu vois. On s'acclimate. Et si tu prends le rythme que t'habitues ton corps à shifter en plein Kenya, en fait. Il y a ça, il y a le fait aussi que tu transpires et que tu roules, du coup t'as le vent avec ta transpiration qui fait s'évaporer et du coup quand tu t'arrêtes. Mais moi c'est fontaine, c'est horrible. Enfin, le fait qu'on roule et qu'on prenne de la vitesse fait que même s'il n'y a pas de vent, on crée un vent artificiel et du coup on se rafraîchit comme ça. Et il y a peut-être les vêtements aussi, tu sais, par exemple hier j'avais roulé avec un débardeur, j'avais le combo en fait débardeur en coton et débardeur en synthétique, enfin je sais pas quoi, débardeur Kalenji, tu vois. Et j'ai remarqué... Il vient de placer un truc là, tu dis rien. Et j'ai remarqué en fait que du coup ça a évacué la transpiration, ça évacue la transpiration et je sais pas, c'est moins oppressant, j'ai l'impression. Enfin du coup quand t'as pas le dos mouillé en fait, je sais pas, plus à l'aise ou tu te sens plus frais ou il y a peut-être un truc comme ça, je sais pas. Ouais, bah, après c'est ça, c'est que c'est plus léger quoi. Donc, c'est plus léger, ouais. Ok. Voilà, je sais pas si vous avez... Si vous avez d'autres conseils, allez-y. Moi je suis mal placé de toute façon. Les Pnelis déjà. Ceux qui roulent en marathon, prenez des pneus lisses. Non mais c'est con, mais juste voilà, il fait beau, il va moins pleuvoir, donc bon, c'est un peu la patinoire s'il y a un peu d'humidité le soir, mais ça, c'est déjà un confort. Et puis comme disait Paf, les vélos... Pas tout de suite, par contre il pleut à la fin de la semaine. Ouais, mais... non, il pleut, C'est vrai que c'est-à-dire la petite météo, mais mais les vêtements techniques aussi, hein, c'est sûr, c'est un confort de fou. Et bien on va lancer la météo du coup. C'est parti, on fait une petite pause météo de suite avec JR qui nous balance la météo de la semaine prochaine. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous, bienvenue pour le petit point météo du podcast du Premier Cercle. Je vais vous parler de la météo pour les jours à venir. Alors, on a eu un gros pic de chaleur le week-end dernier avec un beau soleil. Les températures sont redescendues cette semaine. Il va pleuvoir du coup mercredi de la semaine, mais le soleil va revenir jeudi. Donc une belle journée ensoleillée, 22 degrés annoncés. Vendredi, on aura un petit peu de nuages avec quelques averses par-ci par-là, mais sinon ça sera une journée aussi ensoleillée. Pour ce week-end, on aura des températures qui iront de 22 à 20 degrés, donc toujours des températures quand même assez basses pour un mois de juin. On aura aux alentours de 20 degrés, donc pas très très chaude encore, mais il n'y aura pas de pluie, on aura plutôt un ciel nuageux avec de belles éclaircies. Pour lundi, ça sera pareil, on restera sur une température de 20 degrés avec un ciel ensoleillé et quelques nuages. À partir de mardi, on aura toujours des températures de 22 degrés, mais quelques averses sont prévues. Et à partir de mercredi, normalement, on devrait avoir des températures plus élevées, qui vont être de 26 à 28 degrés. Mais aussi, il est prévu quelques averses et quelques orages. Mais ça, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un bon shift et à plus tard. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie. Mouillé. Merci à toi JR. Avant de terminer le podcast, on a un petit mot de Paulin concernant une action qu'il mène à vélo. Est-ce que tu peux en dire plus ? Complètement. Du coup, mardi, je pars pour du coup, je sais pas trop quand est-ce que sera donné le podcast, mais mardi, je serai parti en quête du mont Ventoux avec des amis. On part pour une association qui s'appelle À vélo contre la muco. Donc le principe c'est que on va partir, là on est 6 à partir, et notre objectif c'est de récolter 25 centimes par personne et par kilomètre. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 1250 €, je crois. Donc voilà, on va essayer d'atteindre ça en 10 jours. Donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook À vélo contre la muco, voire à faire un petit don si vous êtes vraiment très sympa. On a bricolé ton vélo ensemble en plus, ça doit bien se passer normalement. C'est vrai. Bon, ok, on mettra tout ça dans la description. Super.
Nous, on n'a pas eu de podcast la semaine dernière, enfin vous n'avez pas eu de podcast la semaine dernière, mais il y en a quand même eu un. Je vous explique, c'est très simple, on a enregistré directement dans les locaux de Radio Paul Bert. Le podcast a été diffusé mercredi dernier à 19h30, il le sera à nouveau ce mercredi 25 à 19h30 toujours, sur Radio Paul Bert 93.9. Et donc là, voilà, c'est pas un enregistrement... avec du matos amateur, c'est du vrai matos et donc c'était vraiment sympa. Je remercie encore Radio Paul Bert pour l'accueil qu'ils nous ont fait et vous le retrouvez du coup en replay à partir de lundi. Donc voilà, vu que je posterai sûrement le podcast en retard comme d'habitude, j'espère que le truc d'arrive. Ouais. En tout cas, écoutez, moi je vous remercie d'être là comme d'habitude. Le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez sur Telegram, Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Salut. Ciao.